Si, vous. C'est bon. Ah, je suis en direct. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. On commence avec un petit peu de retard. Ce numéro exceptionnel, ce direct exceptionnel, parce que nous avons quand même une grande nouvelle à annoncer. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'avais tenu à ce que ce direct se déroule là. Imparfait du subjonctif. J'avais tenu à ce que ce direct se déroule là le vendredi soir parce que, comme vous le savez sans doute, c'est à 18h ce soir que devait être déposé en préfecture, c'était la date limite pour déposer les candidatures aux élections législatives. Alors, si on a pris un petit peu de retard, c'est parce que là, on a centralisé un petit peu tous les dossiers qui restaient en l'air, et j'ai quand même une excellente nouvelle à vous annoncer. C'est que d'abord, le contrat est rempli, pratiquement. C'est-à-dire que sur les 577 circonscriptions de France et d'outre-mer, l'UPR va présenter, alors on vérifie, mais normalement on a eu les récépissés officieux, on n'a pas encore l'inscription officielle comme les autres partis ne les ont pas non plus, mais d'après tous les récépissés dont nous disposons, sur les 577 circonscriptions de France et d'outre-mer, nous allons avoir des candidats dans 574 d'entre elles, c'est-à-dire presque 100%. Il y a 3 circonscriptions où nous n'avons pas de candidats. Il y en a 2, je l'avais d'ailleurs laissé entendre lors des entretiens antérieurs, où nous avons, c'est des territoires très lointains, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon où il y a 6000 habitants et quelque chose comme 4000 électeurs, et c'est Wallis et Futuna. Et nous avons 3 ou 4 adhérents à Saint-Pierre-et-Miquelon, on en a 2 à Wallis et Futuna, mais il se trouve que ni les uns ni les autres n'ont souhaité être candidats. Ils étaient un petit peu intimidés, ils pensaient qu'ils n'y arriveraient pas, etc. Donc on n'a pas pu on n'a pas pu obtenir d'eux qu'ils fussent candidats. En revanche, on a eu un seul problème en métropole dans une circonscription, la première circonscription du Var, où il y a eu, pour un problème administratif assez bête, un manque de pièces justificatives, et ça a été forclos avec le temps, donc on ne pourra pas avoir de candidats dans cette circonscription. C'est tout. C'est-à-dire que nous avons des candidats dans 574. Je peux vous dire que tous les spécialistes sont très étonnés, vont être très étonnés d'apprendre ça, parce que c'est du sans précédent. Je rappelle par exemple que M. Dupont-Aignan est debout la République en 2012, lorsqu'il avait présenté des candidats. De mémoire, je crois qu'il avait présenté 300, ce qui était déjà pas mal. Et puis je signale que pour les élections d'aujourd'hui, les élections législatives qui vont commencer, le fameux mouvement En Marche dont on parle tant, qui a des moyens financiers, des réseaux, un appui médiatique insensé, et qui a pu se préparer parce qu'ils ont des quantités, ils ont des dizaines de permanents, etc., qui ont énormément d'argent, et bien, en définitive, d'après ce que l'on croit savoir ce soir, ils ne vont présenter que 526 candidats sur les 577, c'est-à-dire qu'on va avoir une cinquantaine, 48 candidats de plus que En Marche, ce qui est spectaculaire. Alors vous me voyez entouré de façon inhabituelle maintenant par un certain nombre de personnes. J'ai tenu à ce qu'elles soient là. Je vais leur donner la parole. Moi, je suis le boss. Mais ceux qui ont beaucoup travaillé, il y a d'abord les candidats eux-mêmes, qui ont énormément travaillé. Il y a également les délégués départementaux et les délégués régionaux qui ont contribué à sélectionner parmi nos adhérents ceux qui leur semblaient avoir le profil. Il y a eu la nécessité que nous avons voulu d'avoir la parité entre les hommes et les femmes. Et j'ai oublié de le préciser, mais un résultat également très spectaculaire, c'est que sur les 574 candidats que nous présentons, nous allons avoir 290 hommes et 284 femmes. C'est-à-dire qu'à 6 près, on a une égalité parfaite au niveau des candidats, pas au niveau des suppléants, mais c'est au niveau des candidats que c'est important. Et puis je voulais aussi donc vous présenter des gens que vous n'avez pas forcément vus. Manon, si, on l'a vu quand même. Mais des personnes qui sont à l'équipe de campagne et qui ont joué un rôle considérable. Alors la première personne, vous ne la verrez pas, c'est Adrien Riondet, le directeur de campagne, parce que tout simplement, il est en train en ce moment de peaufiner certains dossiers ultimes avec les Antilles pour vérifier un certain nombre de points. S'il a la possibilité, il arrivera au cours de l'émission, mais donc Adrien Riondet n'est pas disponible. Vous n'allez pas voir non plus Sylvain Gargasson, parce que lui, il est en ce moment aux commandes, c'est lui qui organise matériellement ce direct, mais lui aussi a joué un rôle très important. Et puis,
Je voudrais vous présenter donc autour de moi, donc à ma droite, Rémi Renaud, qui a été le grand Manitou de ça. On va lui donner la parole dans un instant. C'est lui qui a eu un rôle énorme. Bravo. Oui, il est très modeste, mais vraiment, il est très, très efficace. Il y a eu Arnaud Tempère et puis Manon Chevalier, qui... Manon, vous la connaissez déjà parce qu'elle a beaucoup participé à la recherche des parrainages. Vous savez que Manon n'est pas française, elle est d'origine, elle est canadienne. Elle est québécoise. Elle est québécoise. Elle nous a non seulement elle avait obtenu des dizaines de parrainages pour la présidentielle, mais elle a énormément travaillé aussi avec Arnaud, puisque et sous la houlette de Rémi, ils ont téléphoné, parce que comme va nous l'expliquer Rémi dans une seconde, c'était quand même assez compliqué. Et puis enfin ici également Fabien Sema, qui lui est un petit génie informatique. On en a, mais lui il s'en est un. On en a d'autres, qui nous a fait en 48 heures un petit site. Quand je dis un petit site, c'est un véritable back-office, comme on dit maintenant, c'est-à-dire un système qui a permis de gérer de façon tout à fait systématisée ces affaires, parce qu'il faut savoir, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, c'est que pour être candidat, il faut non seulement sélectionner des candidats qui soient capables d'être candidats, d'abord qui le veulent, qui soient capables de répondre aux questions qui peuvent être posées, qui soient capables de mener une campagne. Donc ça, c'était un effort de recherche qui a beaucoup reposé sur les délégués départementaux, délégués régionaux, et puis le Bureau national qui a accordé des investitures. Mais ensuite, il y a tout un travail extrêmement matériel et qui est de collationner les pièces justificatives. Et de ce point de vue-là, donc, Fabien a réalisé donc un outil informatique qui nous a permis de systématiser tout ça. Voilà, j'ai trop parlé, comme d'habitude, je m'arrête. Rémi, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, voilà, ce que vous avez fait et la complexité de la tâche? Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est que tout est fait pour que seule une grosse structure puisse faire ce qu'on a fait, présenter autant de candidats. Parce que donc ça nécessite énormément de documents. Chaque préfecture a ses propres règles, donc ça c'est assez étonnant. C'est que ce n'est pas coordonné en France. On nous demande des pièces justificatives différentes. Donc il a fallu créer déjà. Bon, Adrien, je voudrais déjà commencer par remercier Adrien qui a fait un énorme travail sur les comptes bancaires, parce qu'on a eu, ça on n'a pas communiqué dessus, mais on a eu énormément de problèmes pour ouvrir des comptes en banque. Les banques ne voulaient pas nous les ouvrir. Et il a fallu faire appel à la Banque de France et remplir des milliers de documents, vraiment des milliers de documents. Donc bravo Adrien là-dessus. Et donc Manon et Arnaud, eux, ils se sont occupés des associations de financement principalement, et c'était pareil, une tâche très ardue. Voilà, donc l'UPR est en train de prouver que grâce à normalement la validation de 574 candidats et candidates, que c'est une grosse structure. Qui tombait tous les jours. Oui, surtout ces derniers jours, on était inondés, quoi. Vraiment, c'était minimum 500-600 courriels par jour, quoi. Parfois, j'en le dis parce que parfois il y a certains de nos adhérents qui disent oui, mais là vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça. Pitié, nous ne sommes qu'une structure vraiment encore très légère. Et pourtant, nous, on vient de réussir. Franchement, on peut faire un satisfait collectif et un énorme travail collectif parce que, encore une fois, c'est un tour de force que vous n'imaginez pas. Hein. Vous n'imaginez pas, par exemple, effectivement, l'ouvrir un compte en banque. On a eu des bâtons dans les roues partout. Les associations de financement, il a fallu les faire. Donc, Adrien, effectivement, ça, c'est l'a fait. Le travail aussi permanent de conseil aux candidats qui étaient inquiets. Oui, il a fallu souvent les rassurer, leur expliquer bien toutes les démarches à suivre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, donc pendant les dépôts de candidature en préfecture, la majorité des préfectures ont félicité les candidats UPR. En fait, on était les mieux préparés de tous les partis. Plusieurs fois, on a eu beaucoup de retours là-dessus, on a les dossiers complets, tout était bien organisé, donc on a vu beaucoup de candidats et donc de gros partis aussi, hein, du genre la France Insoumise, même En Marche, qui n'étaient pas du tout aussi bien organisés, qui n'avaient pas les bons documents, qui étaient en panique, qui couraient à gauche à droite. Pour les Français de l'étranger, ça a été aussi un vrai parcours du combattant, parce qu'il faut des originaux dans beaucoup de documents, et donc quand on habite à Dubaï, au Japon, ou en Amérique du Sud, c'est pas forcément évident d'avoir les originaux pour aller en préfecture de police de Paris. Donc nous on était prêts et on a validé nos 11 candidats, donc ça eux ils sont officiels de chez officiel, les 11 candidats sur les 11 circonscriptions des Français de l'étranger, et beaucoup de partis n'ont pas eu cette chance. Donc circonscription pour les Français de l'étranger. Reprenez, j'avais plus le son.
Ah bon? On reprend où? Reprenez votre phrase du début. Ah, il paraît qu'il y avait un problème de son, donc je dis, à l'appui de ce que vient de dire Rémi Renaud, c'est que nous avons, et je m'adresse ici tout spécialement aux internautes français qui vivent à l'étranger et qui suivent en particulier nos émissions et ce direct, que nous avons bien un candidat dans chacune des circonscriptions à l'étranger. Il y en a 11 qui couvrent le monde, c'est par zone géographique. Il y en a une, par exemple, sur l'Amérique du Nord, il y en a une sur l'ensemble de l'Amérique latine, il y en a une sur l'Europe du Nord, etc., etc. Nous avons les 11, on a eu la certification pour les 11 candidats et 11 suppléants, ce que disait Rémi, ce qui n'allait pas de soi non plus. J'en profite pour dire au passage, les gens qui m'écoutent se disent « Oui, mais alors quel est mon candidat ?» Alors, il faut aller, on l'a déjà dit, mais je le répète, parce qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas vu ça auparavant, nous avons un site qui a été créé spécialement, qui s'appelle législative.upr.fr, législative.upr.fr. Vous y avez un accès direct à partir du site UPR, d'ailleurs. Il y a un petit bandeau jaune en haut de la page d'accueil du site UPR. Il vous suffit de cliquer pour avoir un accès direct à ce site qui d'ailleurs a été créé. Et je le remercie aussi, parce que je ne l'avais pas fait, par Patrick Ceccarelli, qui est membre du Bureau national et qui nous l'a fait également en un temps record. Vous verrez d'ailleurs qu'on a des photos de presque tous, pas tous, mais presque tous les candidats. Alors, les personnes qui veulent savoir quel est le candidat qu'il y a dans leur circonscription, y compris la circonscription des Français de l'étranger, eh bien, ils peuvent aller sur ce site. Manon, comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, comme l'a expliqué Rémi Renaud, avec Arnaud Tempère, mon voisin ici, nous nous sommes occupés de la création des associations de financement, qui était un prérequis obligatoire pour chaque circonscription. Et pour ce faire, nous avons donc appelé chaque candidat, les 577 candidats, ou lorsque c'était impossible de les joindre, on leur écrivait, afin d'obtenir une lettre d'agrément de leur part. Et on avait une série de documents à préparer suite à la réception de cette lettre pour pouvoir enfin ouvrir l'association. Donc, je voudrais remercier les candidats pour leur grande coopération, pour la totalité, en fait, et aussi souligner qu'il y a aussi des dizaines de personnes qui ont vraiment... qui sont là d'ailleurs en ce moment, qui ont participé à appeler tous les candidats pour les soutenir, les aider, pour que tout ça soit fait dans des délais extrêmement courts. Voilà. Que j'ai pas pu ici, on est quand même dans un endroit un petit peu confiné, je ne pouvais pas faire venir tout le monde, et puis tout le monde n'est pas là à tout moment, parce qu'il y a eu une rotation des effectifs, parce qu'il y a des bénévoles qui sont venus passer 2-3 heures par-ci, 2-3 heures par-là pour appeler les candidats, donc tout le monde n'est pas ce soir au siège de campagne, mais je prie tous ceux qui me regardent de bien vouloir comprendre qu'il y a des gens que je n'ai pas cités, je pouvais pas citer tout le monde, mais on a eu beaucoup de recours, enfin de gens qui nous ont apporté de leur soutien, mais un soutien, pas seulement un soutien moral, c'est prendre son téléphone et puis téléphoner aux uns et aux autres. Voilà, Arnaud, vous voulez dire quelque chose? Comme maintenant, je vais remercier tous les candidats qui ont été très réactifs. Donc tout s'est très bien passé, moi, je pense, avec l'ensemble des candidats. On a eu un bon contact avec la plupart. Et puis je vais aussi remercier Victor, qui est pas là, qui est à Singapour, qui est rentré à Singapour et qui nous a bien aidés sur les Français de l'étranger. Donc il y avait des démarches un peu différentes et il s'en est très bien occupé. Donc, effectivement, il est peut-être à Singapour, il nous regarde peut-être, donc je le salue. De même que je salue l'équipe de Singapour. Vous avez une anecdote qui vous est restée de tous ces appels téléphoniques? Il y a eu des cas particuliers ou des... Oui, je pense qu'on a eu Madame Schmidt qui allait acheter un scanner exprès pour nous rendre la lettre d'agrément. Donc c'était très sympathique à elle. Elle a fait la démarche pour pouvoir nous rendre la lettre d'agrément en temps et en heure. Donc c'était sympathique. Vous, une anecdote aussi, non? C'était quoi les questions que vous posaient les candidats en général? En fait, on avait des questions aussi sur les casiers judiciaires vierges parce que les candidats étaient très préoccupés par l'idée de bien remettre ce casier judiciaire. Et d'ailleurs, c'est Clément Liégeois qui s'est occupé de tout rapatrier et qui l'a très, très bien fait. Je pense que ce dossier... Encore quelqu'un que j'ai oublié de citer, Clément Liégeois, effectivement, qui a beaucoup un rôle de centralisation sur l'affaire des casiers judiciaires. J'ai oublié de le préciser au début, tous nos candidats, les 574 candidats et les 574 suppléants, 1148 personnes, ont un casier judiciaire vierge.
Ça fait partie du prérequis. Et on ne s'est pas contenté d'une promesse, on leur a demandé le justificatif. Ça, c'est un point important. Et puis autre chose également qui est important, c'est que quasiment tous les candidats, pratiquement tous, c'est la première fois qu'ils sont candidats à une élection législative en leur nom. Voilà, en fait, je n'en connais qu'un qui a été candidat, c'est moi-même. Quand je m'étais présenté en 2013, je crois, dans le Lot-et-Garonne, dans la circonscription de Cahuzac. On avait fait un petit coup, mais on avait essayé d'avoir un petit coup médiatique. Ça avait marché, on était encore dans les débuts, mais à l'époque, il y avait peut-être, 1000 adhérents à l'UPR, alors que là, nous en sommes à 27 834. On avait commencé à 833, je crois. C'est marqué en bas de l'écran. Donc j'en profite là aussi pour faire un appel à toutes et à tous. Si vous adhérez en ligne en ce moment, eh bien ça va incrémenter notre compteur. Donc est-ce que vous vous rendez compte que nous avons donc 1148 candidats, parmi lesquels 290 hommes, 284 femmes, parmi les candidats, donc les 574, 1148 si on y ajoute les 574 suppléants. Est-ce que vous vous rendez compte que nous avons donc la parité parfaite quasiment entre hommes et femmes? Et est-ce que vous vous rendez compte également que nous avons que ces personnes sont toutes avec un casier judiciaire vierge et sont toutes des citoyennes et des citoyens qui, pour la première fois, se présentent aux élections. Donc il faut, et je m'adresse ici à tous les gens qui nous suivent, tous les sympathisants, il faut absolument nous aider, les aider, parce que maintenant c'est plus seulement Asselineau. Moi je ne suis que l'un moi je me présente dans la 10e circonscription de la Seine-Saint-Denis. Il faut aider tout le monde parce que voilà, c'est un vrai mouvement citoyen. Il n'y a aucun autre mouvement, et notamment pas En Marche. En Marche qui recycle des vieux politicards, et qui rassemble un petit peu tout le monde. Nous, on a vraiment un mouvement de gens totalement nouveaux en politique, qui sont tous membres de l'UPR. En règle générale, ils sont à l'UPR depuis plusieurs mois et même souvent plusieurs années. On a donné un peu une prime aux adhérents qui sont là depuis les temps les plus anciens. Mais on a également des adhérents assez récents, mais qui ont beaucoup de dynamisme. Alors, je voudrais terminer cette présentation par Fabien Sema, qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps, qui était un peu un homme de l'ombre, mis à la lumière, mais qui donc nous a fait faire un petit travail assez remarquable. Donc Oui, tout à fait, ouais. C'est d'ailleurs ce qui explique sans doute que dans les préfectures, on est considéré qu'on était très bien organisé, non? J'espère que ça a aidé, effectivement. Moi, c'est un peu particulier puisque je suis un adhérent assez jeune. J'ai adhéré au parti il y a que quelques semaines, juste avant les présidentielles. J'ai été très bien accueilli. J'ai répondu à l'appel pour aider aux législatives. Et j'ai été très bien accueilli, notamment par Sylvain. J'ai rencontré une très belle famille politique et j'ai aidé comme j'ai pu en essayant de proposer un outil pertinent pour ce tour de force. Il n'y a pas d'autre mot puisqu'il y a des milliers et des milliers de documents qu'il fallait préparer. Et effectivement, l'organisation devait être à la hauteur de ce tour de force. Vous, justement, c'est votre métier en plus. Ouais, je suis ingénieur en informatique, je travaille dans une boîte qui travaille sur la défense. Voilà. Écoutez, merci à toutes et à tous. Est-ce que Rémi, vous avez encore quelque chose qui vous travaille et que vous aimeriez dire à nos internautes qui nous regardent, mais qui vont s'impatienter parce qu'ils veulent poser des questions bientôt. Oui. Donc, déjà, on est quand même fiers de nos candidats parce qu'ils sont très représentatifs, je pense, du peuple français. On a vraiment tout type de candidature, tout type de profil. Et surtout, je voulais aussi peut-être parler d'un aspect plus pour le développement de l'UPR, c'est que ces élections législatives vont enfin nous permettre d'accéder au financement public. L'UPR, on n'a pas un rôle, on n'est pas une entreprise à but lucratif, bien sûr, mais malgré tout, il faut de l'argent pour avoir des permanents, pour avoir des locaux, des tracts, des affiches, etc. Et jusque-là, on ne vivait que sur les dons et adhésion de nos sympathisants ou adhérents. Et là, on va avoir accès, en toute logique, si on fait plus de 1% dans 50 circonscriptions, on aura des centaines de milliers d'euros par an. Donc on va pouvoir vraiment se développer et je pense que l'avenir sera radieux pour l'UPR grâce à ça. C'est important de voir que effectivement, ça paraît. C'est un sujet qui est peu évoqué, mais nous, comme on est très franc du collier, on le dit. Effectivement, chaque voix qui sera placée dans une urne au premier tour pour un candidat de l'UPR en France et outre-mer et à l'étranger, chaque voix nous rapportera 1,40 € à peu près, je crois,
d'argent public à l'UPR, à la structure UPR, par an pendant 5 ans. C'est-à-dire 7 euros sur les 5 ans. Une voix. Et donc, si tout va bien, si on fait le même nombre de voix qu'à la présidentielle, ça veut dire qu'on pourrait obtenir un financement public de l'ordre de à peu près 450 000 ou 470 000 euros par an, alors qu'en ce moment, on a 0. Ça veut donc dire que l'on pourra effectivement avoir des permanents, avoir un siège beaucoup plus important, parce que le siège de campagne, on va être obligé de le rendre. On l'avait loué pour 6 mois. Ça pourra nous avoir un siège beaucoup plus important à Paris. On aura des permanents. On aura tout un matériel promotionnel, publicitaire beaucoup plus développé. On fera des DVD. On enverra notamment aux adhérents, enfin en fonction du niveau d'adhésion, on aura une gestion peut-être un peu différenciée selon notamment des adhérents bienfaiteurs. On leur enverra peut-être des DVD, des choses comme ça. On aura également, la possibilité peut-être d'ouvrir ici ou là une antenne dans les grandes villes de France, à Lyon, à Nantes, à Lille, à Nancy, Strasbourg, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Nice, Marseille. Voilà un petit peu comment on pourrait avoir, une petite structure permanente, un petit local. Et puis c'est pas la seule chose. C'est que le score que nous allons faire au premier tour, de ce score dépendra également ce que le CSA dira aux grands médias français, aux grands médias du pays pendant 5 ans. C'est-à-dire que si nous faisons un score, je ne sais pas, qui est, mettons, 1,5%, par exemple, si on améliore le score de la présidentielle, ça veut dire qu'il y aura une contrainte forte quand même qui pèsera sur les médias pour m'inviter pendant 1,5%. Ça veut dire, ça change tout. Je rappelle que normalement, ça voudrait dire je pourrais passer, ou quelqu'un au nom du père pourrait passer à une matinale, par exemple, sur une grande télé, une grande radio nationale, une fois tous les 15 jours. Voilà, c'est pour ça qu'il faut se mobiliser et qu'il faut participer à ces élections. Surtout, ne vous abstenez pas. C'est très important, pas seulement pour avoir des députés. D'ailleurs, je pense que dans telle ou telle circonscription, on va peut-être faire des scores importants. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure s'il y a des questions là-dessus, ou au cours des semaines qui viennent. Mais en plus, parce qu'il y a ce décompte qui va nous ouvrir la porte des financements publics et de l'accès aux médias. Avant de terminer sur cet aspect des choses, je vois qu'il y a Adrien Riondet qui vient d'arriver. Alors je voudrais que, Adrien, si vous pouvez venir avec nous, vous rejoindre. Donc Adrien, comme vous le savez, est notre directeur de campagne pour la présidentielle, et puis qui s'est transmuté en directeur de campagne pour les législatives. Et donc je vous ai rendu hommage, et puis Rémi aussi, nous vous avons rendu hommage pour le travail accompli. En particulier, vous êtes particulièrement penché, si j'ose dire, sur la question du financement qui était très ardue. C'était extrêmement compliqué parce qu'en fait, les établissements bancaires nous ont refusé depuis janvier l'ouverture des comptes. Donc il a fallu saisir la Banque de France pour faire valoir notre droit au compte. Pour faire valoir notre droit de compte, il fallait des lettres de refus des banques. Donc bien sûr, les banques refusent de nous donner les lettres de refus parce qu'elles savent très bien qu'après, la Banque de France les oblige d'ouvrir les comptes. Donc c'était un tour de force. Il a fallu faire 577 dossiers auprès de la Banque de France et après 577 dossiers auprès des établissements bancaires. Donc on est toujours en train de faire les dossiers pour pouvoir arriver au nombre idéal. Donc voilà, on sera à peu près à 574. Voilà. En tout cas, moi, je voulais remercier tous les candidats et les candidates et tous ceux qui ont répondu présents. Notamment, j'avais passé un appel en Ile-de-France, un appel bénévole pour qu'on vienne nous aider pour pouvoir avancer parce qu'il y a énormément de choses à faire, il y avait énormément de travail et c'est assez magique à l'UPR, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont répondu. Je me souviens d'un jour, il y avait 30 bénévoles qui étaient présents dans la salle. On ne savait plus où mettre les gens. Il y en avait partout, même dans la cuisine. Il y en avait dans le hall. Enfin, c'était de la folie. Et c'est un peu ça aussi la magie de l'UPR, c'est-à-dire qu'il y a une ferveur, il y a une réponse. Et quand on lance un appel à l'aide, il y a énormément de gens qui suivent et ça fait vraiment chaud au cœur. En tout cas, je voudrais féliciter tous les candidats et candidates et leur souhaiter à tous une très bonne campagne. Merci. Ce que vient de dire Adrien est très juste. Il y a eu vraiment une formidable mobilisation qui s'est produite. En fait, l'UPR, elle fait renaître ce que la France a de meilleur. Vous savez, les Français, c'est un peuple difficile, considéré comme le peuple le plus difficile à gouverner au monde. C'est un peuple de râleurs, de gens critiques, de gens extrêmement individualistes. Chacun a son idée. Ce sont les tribus gauloises qui se bouffent le nez. Il y a 365 fromages, etc., etc. Mais, comme je l'ai déjà dit dans des conférences, notamment sur l'histoire,
lorsqu'il y a vraiment la patrie en danger, c'est un peuple qui est capable de faire des miracles. Et nous sommes les champions mondiaux du système D. Voilà. Même Jules César l'avait noté dans la guerre des Gaules, je l'ai déjà dit dans certaines de mes conférences. À plusieurs reprises, ça se passait en moins 47 avant Jésus-Christ. À plusieurs reprises, Jules César a failli être détruit. En tout cas, il a perdu énormément de pertes en soldats parce qu'il l'écrit dans la guerre des Gaules, alors que sans s'en rendre compte, il ne s'en était pas rendu compte, mais en l'espace de quelques heures, des tribus gauloises qui étaient distantes, des petites bourgades, qui étaient des petits villages gaulois qui étaient distants de ce qu'on dirait des dizaines de kilomètres de nos jours, eh bien, par magie, avaient réussi à se fédérer en quelques heures et avaient tendu un piège dans lequel les armées de Jules César étaient tombées. Alors, bon, ce sont des souvenirs de plus de 2000 ans, mais il y a quand même quelque chose comme ça dans la fibre du peuple français et c'est ça qui marche chez nous. On a vraiment un très bon levier qui consiste dans ce génie national du système D. À toutes et à tous, merci. On va marquer une petite pause. Je vois qu'on a déjà 6 adhérents nouveaux. On est à 27 839. Le dernier adhérent qui vient de s'inscrire vient des Alpes-Maritimes. Vous pouvez adhérer en ligne parce que là, il faut maintenant, bien comme vous l'avez compris, c'est pas seulement un satisfecit qu'on vient de faire collectif, c'est que maintenant, c'est la mobilisation générale. Parce que là, il s'agit maintenant de se mobiliser de façon générale pour réussir les législatives à partir de l'acquis des présidentielles. Je vais en parler s'il y a des questions dans un instant. On passe une petite animation pour nous permettre de nous réorganiser pendant ce temps-là.